Non. Histoire de médecine, 18. Les épidémies. Première partie. 18. Grand 1, le choléra, en 1832 à Paris. À cette époque, à Paris, règne l'optimisme, dit-on. Mais c'est la terreur blanche, 1815-1830. Et après, la charnière avec, entre autres, la monarchie de juillet, 1831-1848. On se sent invulnérable, comme aujourd'hui peut-être. Les arguments sont: le choléra se développe dans les climats chauds, la France possède des sanitaires, la verdure représente une barrière. On a la conviction que l'on est de plus dans les mêmes conditions qu'à l'époque des épidémies de peste. On n'y est plus. Paris est pavé, les quartiers malsains sont détruits ou assainis, les industries dangereuses sont à l'écart de la ville, les hôpitaux se développent, l'architecture s'améliore, il y a plus d'aération. Dans un pays organisé, des mesures ont été prises, par exemple la mise en quarantaine lors de l'épidémie de la peste à Marseille en 1720. Ces mesures permettent de limiter l'épidémie. Grand A, réaction face à cette épidémie. Les comportements des personnes sont des comportements affectifs. Cette maladie est incompréhensible. Le point de vue religieux ressurgit, car on ne trouve pas d'explication rationnelle. Il est ancré dans les mentalités. Le monde, selon la Bible, est considéré comme mauvais. L'homme est considéré comme un pécheur. Il existe une sorte de névrose dans les religions, entraînant un sentiment de culpabilité. Cette névrose apparaît dans les villes où les gens sont concentrés. Paris est considéré comme une ville, au même titre que Babylone. La maladie est considérée comme un don de Dieu finalement. Cette pensée religieuse publique se renforce grâce à la pensée religieuse grecque. Pour les Grecs, dans l'Iliade, Apollon apporte la peste aux hommes. Ce sont donc des punitions divines. Un évêque du XVIIe siècle a dit: les peines qui méritent le péché sont la guerre, la peste et la famine. Le seul recours est alors la pénitence et la prière. C'est ce que disent aussi les médecins. En France, il y a alors une obligation par ordonnance royale. Quand une personne est malade, le médecin doit arrêter ses consultations, tant que le malade n'a pas vu un prêtre. Le retour au sein est une pratique tout à fait normale. À Marseille, en 1720, il y a eu la peste. Au début, on a recours au pèlerinage. Saint-Roch a été guéri de la peste. Il s'y est dévoué. Par coïncidence, la baisse du taux de la peste correspondrait au pèlerinage. Au début du XVIIe siècle, Descartes disait que la raison doit être appliquée dans tous les domaines de notre vie. Durant les XVIIe siècle et XVIIIe siècle, on insiste sur la responsabilité individuelle. Le but du XVIIIe siècle est de donner un bonheur à l'homme et l'épanouissement de son âme. En 1832, une grande perte d'irrationalité apparaît. Par exemple, des personnes sont convaincues que le gouvernement a voulu les empoisonner. Les économistes parlaient d'excédent de population, d'où l'idée de l'éliminer, d'autant plus que les premiers à mourir sont les pauvres, des sans-abri, sans domicile fixe, qui sont gênants et improductifs, et qu'il fallait nourrir entre autres. On cherche des coupables. Au niveau religieux et même dans le milieu profane, on dit qu'on est coupable car on est malade. Le gouvernement placarde un avis contre les empoisonneurs. Apparaît alors une panique chez les prisonniers. Les médecins ont été aussi considérés comme coupables car ils réagissent avec autorité quand ils sont réquisitionnés. Ils isolent donc les malades pour les soigner. Des questions se posent. Pourquoi sont-ils isolés?
pour les supprimer. En plus, les traitements sont violents. Tous les traitements sont violents. Par exemple, fer rouge ou électrocution, car paralysie. Pour les bourgeois, le peuple est aussi coupable, car il vit sans hygiène, salement, notamment dans les quartiers de Notre-Dame de Paris. Les autorités, les intellectuels, les représentants religieux font le rapprochement entre l'exposition de l'épidémie de choléra en Pologne et la révolution qui a lieu en même temps. On pense que la révolution a déclenché le choléra. Donc, à la charnière de la Restauration et de la monarchie de Juillet, 1831, 1830, 1831. Pour le clergé, les coupables sont les personnes qui jurent. La maladie du choléra est représentée comme une maladie physique, mais aussi une maladie morale et sociale. Ceci explique les réactions de la population avec un état de suspicion. N'oublions pas que la Terreur blanche, 1815-1830, c'était anti-bonapartiste. Et après la défaite de Napoléon en 1815 et son exil à Sainte-Hélène, la Restauration a établi la Terreur blanche. Si on parlait du bonapartisme, on finissait dans les asiles psychiatriques ou dans les prisons. La Terreur blanche. C'était cette époque, entre autres. La maladie du choléra est représentée comme une maladie physique, mais aussi une maladie morale et sociale. Ceci explique les réactions de la population avec un état de suspicion donc. Les gens se méfient les uns les autres. Cela crée donc des conflits. On prend alors des décisions administratives. Des centaines de personnes sont marginalisées. Par exemple, de nombreuses personnes n'auront plus de revenus. Les agriculteurs ne pourront plus vendre des marchandises. Les brocanteurs ne pourront plus travailler, car les objets vendus étaient ramassés. Grand B. Réflexion sur cette épidémie. Pourquoi un tel fléau s'est-il propagé dans une population qui se croyait complètement protégée d'une telle maladie grave? Les raisonnements faits sont toujours des raisonnements rationnels, des propos construits logiquement. Construire un raisonnement logique n'est pas forcément collé à la réalité, à cause de la base sur les idées reçues. Un raisonnement ne pourra jamais être remis en cause. On recherche donc les causes de cette épidémie. Les responsables de la santé publique, les médecins, veulent comprendre les causes de cette maladie. Le premier type de raisonnement est le plus proche d'un raisonnement scientifique. Cette étude aboutit à un rapport sur la marge et les effets du choléra. L'administration de l'époque a constitué une commission pour travailler sur ce travail. Elle se pose des questions, affine son raisonnement. Grand 1. Lien avec le climat. Est-ce qu'un lien entre le climat et la naissance de l'épidémie et sa diffusion existe? Grâce à l'observatoire, on examine le climat de l'époque sur des mois et des années. On recherche une désorganisation de la part du climat, mais il n'y a aucune corrélation. 2. Lien avec l'humidité. Existe-t-il un lien entre l'humidité proche de la Seine, des rivières, des canaux et la prolifération de la maladie? La commission divise Paris en 48 quartiers, petites zones significatives. On relève tous les cas recensés et on essaye d'établir des rapprochements avec le type de climat et son environnement, mais toujours aucune corrélation. 3. Lien avec la densité de population. La commission se pose la question de la densité de la population. On fait des études statistiques par quartier. On ne remarque toujours pas de corrélation entre la densité et la mortalité. On va donc encore plus loin en faisant des études par individu. On effectue une enquête globale dans Paris. On relève tous les logements, les professions des individus, les recensements de la population pendant l'épidémie de choléra et les conditions de vie sont importantes. Les enquêtes sont très précises. Ils établissent enfin une corrélation. En effet, on observe la maladie dans des logements surpeuplés par rapport à la moyenne parisienne. Cette population ne mangeait pas correctement et avait des travaux à risque. Certains disent alors que l'enquête sert à l'administration
pour détruire les logements insalubres. Réflexion d'Hippocrate. Ils réfléchissent sur une autre manière d'aborder le problème. Leur réflexion est fondée sur un raisonnement existant depuis Hippocrate, maître du cheval. Hippocrate était médecin dans les années 450-430 avant Jésus-Christ. Durant l'apogée de la Grèce, à Athènes, il conteste le fait que la maladie vienne des dieux. Il essaye de comprendre la maladie. Hippocrate imagine des humeurs fondées sur des liquides qui bougent. Les gens du XIXe siècle réagissent de la même manière, car depuis Hippocrate, les microbes et les antibiotiques n'ont toujours pas été découverts. On n'a pas d'autre moyen pour réagir différemment. Hippocrate avait déjà réfléchi sur l'humidité. Un homme vit différemment dans un milieu humide ou sec. Ceci sert de fondement pour le raisonnement. Les idées reçues par les médecins, les scientifiques, jusqu'au XXe siècle. Continue un peu. Le choléra est dû à l'humidité, pense-t-on. En effet, en Inde, pays fort humide, on observe beaucoup de choléra, dont l'apparition correspond aux périodes de pluie. De plus en plus de maladies liées au choléra surgissent, mais cette maladie aussi apparue et dans d'autres endroits, par exemple à Marseille, après une forte tempête. 5. Lien avec la modernisation. On essaye de moderniser, notamment avec l'invention de l'électricité. La fée lumière. L'origine du choléra aurait-elle un lien avec la conduite par l'eau de l'électricité? Des médecins expliquent que des vagues de la maladie s'apparenteraient à celles des décharges électriques. Sur le plan géologique, l'eau circule mieux dans des terrains sableux et poreux. Le choléra s'est déplacé sur des terrains poreux et sableux. En Norvège, terrain dur, ils ont été peu touchés par le choléra. À Paris, on essaye de mettre en relation la géologie. Dans les quartiers pavés, il existe beaucoup de mortalité. Mais ces endroits sont des quartiers riches, des quartiers vastes, espacés. 6. Lien avec la société. Certaines personnes vont plus loin. Le problème serait peut-être dû à la société, qui conditionnerait le développement du choléra. Certains métiers sont insalubres, nuisent à la santé. On établit une relation avec une vie moins réglée, le désordre familial. Des responsables pensent au retour de la vie saine, à une vie plus naturelle. Ce type de réaction existe depuis un millier d'années avant Jésus-Christ. Par son comportement, sa concentration urbaine, la civilisation entraîne l'épidémie. Certains ne supportent pas cette explication. La civilisation représente tout le travail scientifique. La société progresse et ne régresse pas. Le progrès est positif à 100%. Ce sont donc des individus qui utilisent mal le progrès. 7. Lien avec les bouleversements de la société. La société est déséquilibrée. L'épidémie peut surgir lorsque règne le désordre. Depuis une cinquantaine d'années, il y a eu l'Empire. Déjà, il y a eu la Révolution française, 1789, l'Empire, 1800, 1815, l'échec de Napoléon, le 1815, le rétablissement de la monarchie, mais auparavant, effectivement, la Restauration, puis le rétablissement de la monarchie. On s'appuie sur des grands événements historiques. L'épidémie de la peste en 1348 en est l'exemple. En 2 ans, un tiers de la population européenne en 1348 aurait été atteinte par cette maladie. L'origine correspondrait aux croisades durant 2 siècles. Le deuxième exemple est la conquête de l'Amérique. Ce déséquilibre apporte de nouvelles maladies aux habitants d'Amérique du Sud. Un désordre politique et social est lié à l'éruption d'une épidémie grave. Pour d'autres, c'est un problème politique. Les populations ont quitté les régions orientales, restées sans évolution. Elles forment des foyers épidémiques, sujets au choléra. Faut-il éduquer, repousser ces populations orientales?
il faut leur apporter la civilisation occidentale, le colonialisme. Ces gens sont faibles de nature, ils sont lâches, car ils n'osent pas se soulever contre leurs tyrans, dit-on. On passe d'un regard